La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Amis de la police, amis des plans de paix, des cessez-le-feu, des soutiens-gorge, des gilets jaunes, de l'étoffe des contestataires, soyez les bienvenus. François Ourmand, c'est ainsi qu'on prononce votre nom? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Alors François, on s'est croisés dans la cour et en fait vous saviez absolument pas où vous étiez parce que vous pensiez que Au Poste c'était de la radio. Ce qui veut dire que vous n'avez pas fait d'efforts particuliers vestimentairement parlant. Exactement. Ce qui est assez étrange, vu que tout votre bouquin, c'est sur les vestiaires des contestataires. Oui, exactement. Enfin bon, j'ai, comme tous les jours, prêté attention à ce que je porte. Alors, je n'ai pas spécialement théâtralisé mon vestiaire pour venir dans l'émission, mais j'aurais peut-être pu l'ajuster. Et qu'est-ce que vous auriez fait si vous... Je ne sais pas. En même temps, est-ce que j'aurais adopté un style plus rock'n'roll peut-être? Votre tête est rock'n'roll. Moi, je ne sais pas. Je vous soupçonne d'avoir traîné dans le rock'n'roll, vous. Traîner, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons que j'apprécie et j'ai apprécié. Voilà. Ouais. On va voir qu'il y a des très belles pages dans votre livre, donc L'étoffe des contestataires, une histoire sensible et politique de la révolte. Ça sort ces jours-ci chez PUF. Est-ce que vous allez parler des Femen? Ben ouais, on va parler des Femen parce que toute la dernière partie est liée justement à la contestation, comment je dirais, genrée, sexuée, les femmes, les trans, les queers, les Femen. Oui, tout ce qui concerne en fait, comme mon livre porte plutôt sur les contestations sociopolitiques au sens large, hein, c'est pas simplement ce qui est indexé stricto sensu aux politiques, mais difficile de ne pas considérer la contestation des Femen comme politique, à travers la contestation du patriarcat, la réification des corps, etc., des corps féminins, sexués, etc. Donc là, on est dans une acception assez large du politique. Mon but, c'est pas simplement de m'intéresser au champ politique, même si j'y consacre quelques pages, sur la façon dont les politiques peuvent eux-mêmes utiliser des stratégies vestimentaires pour se singulariser, peut-être qu'on l'évoquera, après de Mélenchon, des sans-cravates, etc. Mais plus largement, c'est l'usage du vêtement et plus encore des corps dans cette remise en question d'un ordre social, en quelque sorte, qui fixe les genres, qui fixe les positions, les situations de classe, etc. Le vêtement est politique. Le vestiaire des contestataires est éloquent. François Ourmand, directeur de recherche à l'université d'Angers, ville qui fut punk, en fait la brillante démonstration dans son nouvel opus, L'étoffe des contestataires, des soutiens-gorge jetés dans les poubelles de la liberté par des féministes américaines des années 60, à la nudité des Femen, justement, des gilets jaunes au bonnet rouge, comme le kawaii noir du Black Bloc. L'apparence et le message et le corps sont vecteurs. Est-ce que c'est une façon de bien résumer votre... Oui, à la fois l'éclectisme et le spectre très large, parce que, évidemment, appréhender les contestations politiques, sociopolitiques au prisme du vêtement, c'est être confronté à un nombre d'exemples tout à fait considérable. Donc il a fallu faire des choix, ce que j'ai fait, en essayant d'articuler de façon un peu thématique, même si ça n'apparaît pas exactement dans l'ouvrage, qui décline plutôt un certain nombre de fragments. Alors, l'idée de fragments, c'est un petit peu aussi cette succession de brefs chapitres. Oui. C'est un petit peu une petite allusion à Barthes sur son ouvrage Fragments d'un discours amoureux. Là, je dirais que ce sont ça aurait pu être le sous-titre du livre, Fragments d'un discours contestataire, mais bon, l'éditeur a préféré un autre choix. Donc, c'est un peu cette idée-là d'essayer de... Alors, ça donne peut-être une vision... un peu éclaté, une vision un peu mosaïque, un peu moins académique qu'un séquençage plus traditionnel en chapitres. Alors peut-être que les lecteurs, ça offre une lecture peut-être, pourrait-on dire, zapping, mais ça peut-être aussi peut décontenancer certains lecteurs dans
dans cette succession, en quelque Alors, sorte. on sent quand même qu'il y a quelques champs où vous avez poussé un peu plus l'investigation, ou alors il y a une forme chez vous peut-être de sympathie pour tel ou tel mouvement. Donc parfois, tel ou tel mouvement ont droit à plusieurs chapitres, là où d'autres, bon allez, en un chapitre, c'est réglé. Voilà. Oui, bah, évidemment, il faut faire des choix, il faut arbitrer. Bon, c'est pas toujours simple. Et donc, c'est vrai que je me suis un peu plus attardé sur certains pour lesquels je pouvais avoir, sur lesquels j'avais peut-être travaillé davantage. Je pense par exemple aux Gilets jaunes. J'aurais pu faire. J'avais un matériau, je pense, pour écrire tout un livre sur les Gilets jaunes. Finalement, ici, c'est réduit à une dizaine de pages, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. Qui sont denses, on va y venir. Et voilà. Et donc, c'est un peu frustrant en même temps, mais c'est un peu le principe de cet ouvrage, d'essayer de brasser assez largement à travers quand même un certain nombre de grandes thématiques qui portaient sur la nudité, sur le carnavalesque, les masques, sur la discrétion aussi, parce que paradoxalement, si la plupart du temps les contestations politiques et l'événement se déclinent sur le mode de l'ostentation, bon, tout ce qui est extrêmement visible, parce que c'est le propre même de la contestation sociopolitique de jouer, surtout dans les sociétés contemporaines, postmodernes, sur la visibilité, avec le poids des images, on le voit bien ici, plus que sur simplement l'ouïe. Il y a aussi des formes de contestation sur lesquelles je voulais travailler, qui relevaient d'un autre répertoire, qui était celui de la discrétion, de façon un peu paradoxale. Là aussi, on va y venir. Oui. Alors, votre livre démarre sur une soirée somptuaire, au Metropolitan Museum à New York. C'est ça. Et il y a une dame qu'on aime bien qui arrive avec un vêtement très particulier, avec un message qu'on aime bien. Tax the rich. Taxer les riches, c'est le message rouge sang qui figure au dos de la robe que porte, une robe immaculée signée Aurora James, que porte Alexandria Ocasio-Cortez, qui est toujours d'ailleurs membre de la Chambre des représentants, élu de New York, il me semble, et qui fait une irruption fracassante au Gala du Met, le Gala du Met qui a lieu tous les ans et qui est un lieu extrêmement mondain où on retrouve toutes les personnalités plutôt du show business et du monde de la mode. Donc c'est quelque chose, le ticket d'entrée est assez élevé. À l'époque, c'était 35 000 $ pour pouvoir assister au Gala du Met, et donc on a un contrat en quelque sorte implicite qui est posé pour toutes les stars qui s'y présentent, Kim Kardashian cette année-là, etc., qui est de jouer la carte de l'extravagance. Donc on a une succession de robes, les unes plus extravagantes que les autres. Et en fait, paradoxalement, bien sûr, la plupart des stars vont susciter l'attention, mais l'une de celles qui était inattendue et qui va vraiment focaliser l'attention des médias, c'est la jeune députée Alexandria Ocasio-Cortez, qui à l'époque vient d'être récemment élue à la Chambre des représentants, qui incarne l'aile gauche du Parti démocrate, qui avait plutôt, il me semble, soutenu Bernie Sanders lors de la primaire, et qui rappelle et qui entend rappeler l'une des promesses de Joe Biden, qui était de taxer les plus riches pour éviter la dérive plutocratique des États-Unis, telle qu'on l'avait vu évidemment avec Trump auparavant, et qu'on va sans doute la revoir. Bien sûr, à partir de lundi. À partir de lundi. Donc, tax the rich, au-delà, donc taxer les riches, les Américains qui touchent plus de 400 000 $ pour évidemment rééquilibrer un petit peu une plus grande justice sociale. Et alors, ce qui est assez spectaculaire, évidemment, c'est la robe elle-même, avec le message. Ici, le vêtement et le message, on est sur le registre du slogan, Tax the Rich, c'est évidemment très percutant. Il y a une dimension très visuelle, ce rouge sang sur la robe immaculée blanche, sur le corps d'Alexandria Ocasio-Cortez, sur sa plastique aussi. Bon, il y a un jeu aussi, évidemment, il y a une esthétique du politique ici qui est à l'œuvre, une esthétisation des corps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment Alexandria Ocasio-Cortez vient utiliser ce qu'on pourrait appeler un lieu mondain et faire de ce lieu mondain un lieu de subversion politique. Porter la contestation au cœur même de ce qui représente la superficialité, la frivolité, le règne de l'argent, le plus ostentatoire. Et en plus, cette robe, elle a été conçue par une jeune créatrice
qui est originaire du Bronx et qui a un discours militant et écologique durable. Donc on a ici à la fois la métamorphose, l'utilisation d'un lieu mondain en arène sociopolitique, et c'est aussi pour cela que le message, bien évidemment, d'Alexandria Ocasio-Cortez a cette portée et cette visibilité, d'ailleurs internationale. Ça sera repris dans de nombreux médias, même en France. Et parce que peut-être que arboré dans un autre contexte, ce message n'aurait pas eu la même attention, n'aurait pas suscité le même intérêt dans la presse internationale. D'ailleurs, il y a une autre personnalité, une hit girl, comme on la qualifie, Cara Delevingne, qui portait, elle, c'est assez étonnant d'ailleurs, cette similitude qui n'était sans doute pas préméditée, qui portait, elle, qui est apparue avec un gilet pare-balles Dior, avec un message, un slogan qui était Peg the Patriarchy, à bas le patriarcat, pourrait-on dire de façon en rouge également. En rouge également. Donc voilà. il y avait une étrange concordance des signes, pourrait-on dire, à l'occasion de ce gala, mais c'est surtout quand même le message d'Alexandria Ocasio-Cortez qui était retenu. Je rebondis sur le chat. Ali Baboun nous dit « Ça m'évoque une action d'occupation d'un site de Monsanto avec les faucheurs. Un pote était venu en costard en mode manif de droite. Il a été défendu et escorté, défendu entre guillemets, par les keufs la moitié de l'action. Même quand ils ont compris qu'ils ne savaient pas comment le gérer. » Pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que, au fond, il n'y a quasiment pas dans votre livre, c'est pas du tout un reproche, je voudrais comprendre pourquoi, il n'y a quasiment pas de contestataires de droite. Par exemple, on parle de Trump, oui. D'une certaine manière, Trump a réussi aussi à faire de sa cravate rouge, de son pas de danse, de son corps, un message, aussi odieux soit-il. Et contestataire aussi. Et contestataire d'une certaine manière. Oui. Pourquoi ce choix Alors ça, c'est une très bonne question. Ah ben on n'est pas chez les cons ici. Hein. Et je ne sais pas si c'est un choix, en fait, pour tout vous dire. Ouais. Parce qu'en effet, je pense que c'est une forme d'inconscient, à mon avis. Parce que vous avez raison. Sur le plan sociopolitique, j'ai abordé... Enfin, si je parle de Mélenchon et de ses sans-cravates... de la position de François Ruffin aussi, etc. On y reviendra peut-être, mais oui. Donc j'ai quand même abordé le champ politique, mais c'est vrai, maintenant que vous me le dites. Mais de gauche. Mais de gauche. Oui. En fait, j'ai fait l'impasse. Voilà. Et en fait, je dois avouer que ce n'était pas prémédité. Donc en fait, inconsciemment, j'ai eu un biais dans mon analyse. Pourquoi le vêtement est politique? On a la réponse le 8 Brumaire de l'an 2, le 29 octobre 1793, quand la proclamation va abolir la légalité vestimentaire au profit d'une liberté affichée. Voici donc le texte. Nulle personne ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à se vêtir d'une façon particulière. Chacun est libre de porter tel vêtement ou tel ajustement de son sexe qui lui convient. 1793. Oui. Donc c'est dire combien la bataille du tissu est beaucoup moins légère et frivole qu'on ne le pense. Absolument. C'est Balzac qui avait résumé la Révolution de façon un petit peu schématique, un combat entre la soie et le drap, en quelque sorte, entre la soie qui était portée par l'aristocratie et le drap du peuple et même de la bourgeoisie. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que, même si ça a subi des aménagements au fil du temps, sous l'Ancien Régime, par exemple, et ici il faut faire référence aux travaux pionniers de Daniel Roche, qui était professeur au Collège de France et qui a publié l'un des premiers ouvrages sur cette culture des apparences. Sous l'Ancien Régime, il y avait une codification très stricte des manières de se vêtir et d'apparaître dans l'espace public. Et donc, en fonction de son rang, son appartenance à l'aristocratie, à la bourgeoisie, au tiers-état, enfin à la plèbe, les individus ne pouvaient pas porter n'importe quoi. Alors évidemment, ça se posait moins pour les plus démunis, mais les bourgeois enrichis auraient pu prétendre porter les mêmes atours que l'aristocratie. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire progressivement. Mais théoriquement, il y avait un ordre hiérarchique que l'on connaît bien et qui devait trouver aussi une répercussion, une traduction dans l'espace public à travers la façon dont on était habillé. Et donc, l'habit était à la fois un marqueur de hiérarchie sociale, de la place sociale de chaque individu dans la société, une société d'ordre, encore une fois, et
une façon aussi de marquer l'allégeance à cet ordre sociopolitique. Et la Révolution, évidemment, va subvertir cet ordre, on le sait bien, en balayant évidemment l'Ancien Régime, mais cette traduction se fera aussi par le biais des vêtements, et la Révolution française, elle induit toute une inventivité, si je puis dire. Il y a toute une symbolique révolutionnaire, le bonnet phrygien, la cocarde, etc., et l'apparition des fameuses sans-culottes. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui faisait la spécificité de l'habit aristocratique, de l'habit de cour, c'était un habit en 3 pièces, la redingote, le gilet et la culotte. La culotte, en fait, c'est un pantalon, enfin une sorte de pantalon qui s'arrête en fait à mi-jambe, et qui ensuite la jambe est ornée d'un bas de soie. Donc l'idée, c'est à travers ces sans-culottes, de la disparition de la culotte aristocratique, signale cet arasement de l'ordre social et l'égalité des citoyens. Et on verra un peu plus tard, sans culotte, sans cravate, il y a une évidente filiation. Voilà. La signification contestataire associée à un vêtement vient à lui du dehors, écrivez-vous, page 25. Aucune pièce vestimentaire n'est en elle-même porteuse d'une rébellion ou d'une révolte. Oui, c'est-à-dire que si je pars... je pense que là, il faut à la fois historiciser souvent et contextualiser. Oui. Je vais prendre un exemple simple qui illustre cela. Par exemple, le jean. Bon, j'aurais pu venir en jean. Aujourd'hui, c'est un vêtement relativement banal, oui. Qui s'est largement vulgarisé dans l'espace social. Quasiment tout le monde porte un jean. Bon. La trajectoire du jean, elle est aussi très intéressante. Il y a des vies, en général, les vêtements ont des vies multiples, et l'histoire du jean, elle traduit bien cette succession de projections et de représentations. C'est d'abord un vêtement de travail, puis ça devient un vêtement contestataire qui est porté par les bikers, par les rebelles aux États-Unis, puis progressivement, le jean va... C'est d'ailleurs, il y a aussi des travaux très intéressants sur la circulation du jean en Union soviétique à l'époque de la guerre froide. C'est un jean qui est censuré, le jean comme vecteur évidemment de l'American Way of Life. Et puis le jean progressivement va s'acclimater pour devenir finalement quelque chose d'assez usuel. Simplement quand Cécile Duflot devient ministre et qu'elle vient au premier conseil des ministres en jean, la photo officielle d'une ministre en jean suscite évidemment des réactions parce qu'il n'est pas usuel de voir une ministre porter un jean dans une séquence aussi officielle. Donc ici, le jean, il acquiert une signification politique par l'usage qu'en fait Cécile Duflot dans un contexte dans lequel il n'apparaît pas normal, parce qu'il rompt avec les us et coutumes vestimentaires, finalement, d'un ordre sociopolitique plus ou moins bien ordonné. Donc le jean peut ici se trouver investi, finalement, d'un message qu'il n'a pas dans la vie sociale ordinaire. Et on peut le retrouver, évidemment, dans beaucoup de... c'est le cas des gilets jaunes, dans la voiture, c'est quelque chose de très usuel, mais mis en situation, dans un contexte que l'on évoquera ultérieurement, il devient un symbole à part entière de revendication. C'est ce que vous appelez en partie l'économie des résistances vestimentaires. Je vous cite à nouveau, nous sommes page 47. « Quand l'étau policier de l'État s'accroît, l'ingéniosité le dispute à la clandestinité. Boutons, mouchoirs, rubans servent de support séditieux. » Là, on est au 19e siècle. 19e siècle, oui. Il y a aussi l'histoire des fleurs, oui. Les cannes dont le pommeau peut, avec en ombre chinoise, portée, en ombre portée, voilà, c'est ouais, ça. ça. Alors, est-ce que vous pouvez raconter ça? Oui. Parce que ça, c'est joli, quoi. Alors, c'est vrai que la plupart... Ça va être une émission jolie, ça va être une émission sympathique ce matin. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles ce matin. Non. Alors, la plupart de mon travail ici porte plutôt sur la période contemporaine, oui, sur bien les sûr. formes de contestation plutôt post-années 50, 60 et jusqu'à aujourd'hui. Mais ça me paraissait quand même important de mettre les choses en perspective. Alors, au XIXe siècle, évidemment, dans les régimes un peu autoritaires, et je prends aussi des exemples en RDA, ou en Pologne, sous le régime communiste. Au XIXe siècle, évidemment, sous la Restauration, lorsque Louis XVIII revient au pouvoir, après avoir chassé Napoléon, il y a des contestations sociopolitiques qui traversent tout le XIXe siècle. Et évidemment, on n'est pas dans des régimes démocratiques où la liberté d'expression peut s'affirmer aussi facilement qu'aujourd'hui. Et donc, les contestataires
les nostalgiques de l'Empire, par exemple, ne peuvent pas afficher aussi ouvertement leurs convictions. Ils sont obligés de ruser. Et inversement, les républicains, sous la monarchie de Juillet, là aussi, vont devoir utiliser des symboles, mais de façon discrète. On est ici sur un registre qui est plus singulier, je l'évoquais en préambule, la discrétion comme forme de contestation politique. Ce que vous appelez les tactiques obliques. Oui, les tactiques obliques, les formes de résistance interstitielle, tout ce qui relève aussi du régime de l'ellipse, du secret. C'est par exemple les napoléoniens, les nostalgiques de Bonaparte, qui vont doubler leur redingote d'abeille. La doublure, donc qui n'apparaît pas évidemment dans l'espace public, mais qui peut se laisser entreapercevoir, sera ornée d'abeilles. Pourquoi ? Parce que l'abeille, c'est un symbole napoléonien. Vous l'évoquiez, les pommeaux de Cannes, dont l'ombre peut donner le profil de Ledru-Rollin ou de Bonaparte, enfin, quelle que soit la personnalité politique. Des bagues aussi. Alors, pour ceux qui sont plus opportunistes, c'est une conservatrice qui m'a donné cet exemple-là. Des bagues qui peuvent pivoter et dont le chaton, tantôt met en évidence le profil de Bonaparte, tantôt celui de Louis XVIII. Et donc, selon les contextes, alors ils ne retournent pas leur veste ici, ils retournent le chaton de la bague pour s'agréger à la sociabilité dans laquelle ils se trouvent. Et il y a les fleurs, alors là aussi à la boutonnière, la violette, la fleur du printemps qui est l'éternel retour napoléonien, le lys bourbonien. Donc il y a toute une contestation florale, mais aussi dans la trichologie, comme on l'appelle, l'usage des poils, de la barbe, les côtelettes de Louis-Philippe, l'impériale de Napoléon, et donc à travers la façon dont on porte la barbe ou la moustache, on peut aussi envoyer un message politique dans ce contexte du XIXe siècle. Donc on a ici tout un certain nombre d'éléments qui relèvent de formes de ruses qui sont utilisées par les uns et les autres pour marquer leur appartenance et aussi favoriser la reconnaissance d'une forme d'entre-soi sociopolitique. Alors justement, à propos de ruse, je rebondis, enfin je réponds à Écharpe. On va parler des questions de genre, des queers et tout ça un peu plus tard, puisque c'est la fin du livre de François. À propos de ruse, vous faites un parallèle, ou presque une comparaison plutôt, entre les militants du NPA et ceux de Lutte ouvrière. Ça se passe page 66, le dress code des militants de Lutte ouvrière. À rebours de toute logique ostentatoire. Donc là, on est dans le côté discrétion. La mise discrète, oui. Ce vestiaire militant qui privilégie la simplicité et l'économie, jean bas de gamme, écrivez-vous entre guillemets, blouson, chemise et chemisette de grande surface, est à la fois l'incarnation d'une culture partisane et le produit d'une construction idéologique stratégiquement mûrie. Là où les militants du NPA se distinguent par leur recherche vestimentaire, kéfi en soutien à la cause palestinienne, t-shirt représentant Che Guevara, les leaders marxistes. Oui. Alors là, moi je me suis ici appuyé sur une thèse qui avait été rédigée et sur une contribution d'une jeune chercheuse qui a fait sa thèse à Rennes, à Sciences Po Rennes, sur le mouvement lutte ouvrière, Maëlle Moalik-Minart, et qui a étudié. Je m'appuie véritablement sur ces travaux qui sont très précis sur ce vestiaire de lutte ouvrière. En effet, le vestiaire de lutte ouvrière fonctionne véritablement sur ce régime de la discrétion. Elle parle d'ailleurs de la mise discrète de ce répertoire vestimentaire, par opposition, en effet, vous l'avez évoqué, à celui beaucoup plus ostentatoire de NPA, à travers les t-shirts Che Guevara, les kéfis, enfin bref, toute une dimension plus évidente et plus visible dans l'espace public. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Elle souligne que ce vestiaire, il s'agit d'abord d'un vestiaire plus ou moins bas de gamme, acheté dans les grandes surfaces, qui est en phase aussi évidemment avec une forme d'austérité prolétarienne, qui vise à favoriser aussi dans le travail d'entrisme que peuvent faire les militants de lutte ouvrière, des phénomènes d'identification avec les ouvriers qu'ils entendent éventuellement capter à des fins militantes, et puis que cette mise discrète, elle relève aussi en quelque sorte une forme d'ascèse prolétarienne, une sorte de substitut en quelque sorte sécularisé à l'habit religieux, parce qu'il y a évidemment, ça a beaucoup été étudié, dans tous les mouvements d'extrême gauche, une dimension fortement ascétique. On l'a vu aussi évidemment chez les maoïstes, sur lesquels j'ai pas mal travaillé. Donc il y a cette dimension très ascétique,
la recherche d'une forme de pureté révolutionnaire, qui ne s'autorise pas d'écart, parfois même d'une vie très monacale. Et donc ce vestiaire, il est aussi la traduction, en quelque sorte, de cette abnégation ou de cette lecture vocationnelle du militant à l'institution, à l'organisation, et puis à l'idéologie qu'ils défendent. Donc là, il y a véritablement un ajustement qui se crée, et on voit bien que le vêtement n'est pas simplement une posture, il traduit aussi cette conception, en quelque sorte idéologique, qui est à l'œuvre, de dépouillement face évidemment au luxe ou au confort bourgeois, en quelque sorte. Vous dites que mai 68 a pas mal irrigué par la suite, dans le sens où on a vu apparaître ensuite, dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus de textes, de slogans, que ce soit sur des badges, que ce soit directement sur les vêtements, que ce soit sur des autocollants. Oui, oui. Alors, mai 68, l'une des spécificités de 68, c'est évidemment ce que disait Roland Barthes, c'est que les murs ont la parole. Il y a tous les slogans qui s'affichent sur les murs de la Sorbonne et d'ailleurs. Il est interdit d'interdire, comme le fameux slogan contre Godard, Godard le plus con des Suisses pro-chinois, tout un certain nombre de slogans qui ont marqué l'imaginaire collectif. Donc il y a beaucoup de travaux, je pense aux travaux de Michel de Certeau aussi sur cette exposition des slogans sur les murs de la Sorbonne et d'ailleurs, à travers les slogans qui constituent quand même une forme conventionnelle, mais aussi extrêmement performante d'expression des contestations. On le retrouvera sans doute sur le dos des Gilets jaunes, parce qu'il y a un parallèle qui me paraît intéressant à faire entre les deux. On va le faire. Tout à l'heure. On va dérouler la chronologie un petit peu. Et mai 68, c'est l'expression d'une parole libérée. Il est interdit d'interdire, et donc on est sur ce régime d'écriture. Les murs deviennent aussi des scènes de lecture à part entière. Et c'est une forme brève, et la plupart, en effet, des contestations sociopolitiques, c'est très intéressant, utilisent évidemment ces formes brèves, qui est une forme de concentration du son et du sens, idéalement, ou alors les slogans, on se souvient en 68, CRS-SS, dans cette condensation, évidemment, tout à fait outrancière, excessive, mais en tout cas, dans ce jeu d'allitération qui existe aussi dans le slogan, ça permet évidemment des phénomènes de scansion dans les manifestations, et ça permet aussi une mémorisation assez forte. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à ces slogans et à l'expressivité ici, ça peut être visuel ou sonore des slogans, parce que les contestations, c'est aussi, même s'il y a s'il y a un rapport visuel évident, il y a aussi une dimension sonore dans les contestations sociopolitiques. Même si le rôle de Louis a beaucoup disparu au XIXe siècle, et sous l'Ancien Régime, il y avait beaucoup les contestations sociopolitiques. Je me permets cette petite incise, ça me paraît intéressant de mettre en perspective les choses. C'est au XIXe siècle, la vue joue un rôle beaucoup moins important qu'au XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, évidemment, la télévision, l'image, assure la primauté quasiment de la vue par rapport à tous les autres sens. Or, au XIXe siècle et au XVIIe siècle, XVIII, ce n'est pas tant la vue, mais l'ouïe qui marque les contestations sociopolitiques, le tocsin des émeutes, les charivaris, les casserolades, alors même si on les a vus ressurgir au propos d'Emmanuel Macron lors de ses déplacements en province, c'est quelque chose d'assez ancien qui relève d'un répertoire qui est plutôt celui de l'Ancien Régime et du XIXe siècle. Bon, je ferme ma parenthèse sur cette évolution, mais qui me semble intéressante, du rôle des sens dans les contestations politiques, parce que quand on parle des vêtements et des corps, c'est évidemment la question des sens ici qui est au cœur de la réflexion. Alors, est-ce que je peux vous demander de me donner ce coussin ? Punk. Punk. À moins que vous vouliez le lire. J'ai pas mes lunettes. Vous n'avez pas vos lunettes, vous avez peur. Punk, adjectif, attesté depuis 1590. Donc ça, c'est un coussin au poste. Personne sans valeur, surtout un jeune voyou ou criminel de bas étage, 1917. Probablement de punk kid, apprenti criminel, argot du monde interlope américain, attesté dès 1904. Dérivé ultimement de punk, adjectif, inférieur, mauvais, ou bien de punk, prostituée, putain, catin, attesté dès les années 1590, d'origine inconnue, employé couramment depuis 2021 au poste stream punk. Très bien. Pourquoi je lis ça ? Parce que là, évidemment, vous m'avez conquis. Page 75, là on est dans le dur, destroy et anarchie, punk attitude, nihilisme des valeurs. Alors j'aurais tellement de questions à vous poser. En fait, pour tout vous dire, je fais rarement ça. J'ai commencé par lire votre livre avec ce chapitre, en me disant, je vais voir si le gars il raconte des conneries ou pas.
Vous voyez, j'ai lu tout le livre. Ah bon. Donc, Ouais. voilà. C'était le point d'entrée. C'était le point d'entrée. Voilà. Finalement, vous voyez que ce séquençage autorise une forme de lecture Absolument. non linéaire, en fait. Oui, non, On peut aller oui. lire les passages les uns indépendamment des autres, en fait. Donc, à l'inverse de vous, moi, sachant que c'était filmé, j'ai mis mon polo punk, la couverture du Parisien de 1986 ou 84, je ne sais plus. Ça semble central chez vous, puisque vous consacrez à la culture punk, au mouvement punk, plusieurs chapitres. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une cure de jouvence pour vous, ou est-ce que vous considérez réellement qu'il y a une rupture, et il faut rappeler quelle est cette rupture, parce qu'en fait, elle est en partie fabriquée, hein. Il y a Westwood, etc. Prenons le temps de parler de ça. Il y a une inventivité incroyable dans le mouvement punk. Bon, alors moi, j'étais un peu jeune au moment de l'émergence du punk, donc oui, le punk anglais. C'est ça, donc bon, je l'ai pas... On s'est rattrapé après. J'ai pas été dans la dynamique punk de l'époque. Peut-être que je le regrette un petit peu aussi. C'est cette forme de contestation vraiment singulière. Hein, parce que là, on n'est pas stricto sensu dans le politique au sens restrictif. Mais on voit bien que la contestation punk, elle irrigue, elle n'a pas disparu. Et votre présence l'atteste. Il y a toujours un imaginaire, et plus qu'un imaginaire, un message qui infuse dans les sociétés occidentales. Je pensais peut-être pas qu'occidentales de ce point de vue. Donc c'est vrai que le mouvement punk, il émerge en gros au milieu des années 70, plutôt en Angleterre, à travers le groupe évidemment le plus célèbre, les Sex Pistols, qui devient en quelque sorte iconique de ce c'est à la fois le plus grand et qui est une escroquerie. Oui, après il y a tout le travail en effet en amont de Vivienne Westwood et de son conjoint, alors le nom évidemment Malcolm McLaren. Voilà, je vais me dire le nom va m'échapper, mais voilà, et qui orchestre en quelque sorte, c'est un produit aussi avec une esthétique évidemment incroyable, une transgression, parce que je crois que ce qui caractérise quand même le punk, c'est la transgression des valeurs, une forme de le nihilisme bien sûr, No Future, on a beaucoup glosé sur... C'est un style aussi. On connaît le livre évidemment célèbre de Dick Ebditch sur la sous-culture punk. Et donc il y a toute une... Enfin, moi, ce que je trouve fascinant dans ce mouvement, évidemment, au-delà de la musique, c'est cette contestation radicale de l'ordre social ici. Parce que c'est pas simplement l'ordre politique qui est en question. C'est l'ordre social et de toutes les valeurs relativement conservatrices, bourgeoises, qui étaient en cours dans les années 70. Alors, on a un peu oublié ce contexte un peu normatif, pesant qui pouvait exister sur les sociétés pour ceux qui ont oublié, ils vont vite comprendre. Parce que ça revient quand même. Bon, il y a un gros retour à l'ordre. Il y a un gros retour à l'ordre. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On est très loin du punk, là, aujourd'hui. C'est pour ça que Al Badboun nous dit normal, le No Future n'a jamais été aussi cohérent. D'où le fait que ça irrigue encore. Bien sûr. Donc, alors, sur l'aspect vestimentaire, il y a l'épingle à nourrice, il y a le t-shirt déchiré. Bien sûr, kaléidoscope de vêtements. Les vêtements. Alors, ce qui est intéressant, c'est, bien sûr, alors on a beaucoup les crêtes, enfin ça c'est un peu plus tardif, les fameuses crêtes iroquoises, mohawk. Il y a l'usage aussi très transgressif de ces tampons hygiéniques qui sont utilisés comme boucles d'oreilles. Donc on voit bien, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est l'inversion complète des valeurs. Alors, je fais référence au travail par exemple de Bakhtin, qui a beaucoup travaillé sur le carnaval chez François Rabelais. Ce qui me semblait intéressant, sans vouloir trop théoriser le mouvement punk, parce qu'il n'y a pas cette théorisation, même si je pense que McLaren et Westwood, ils ont quand même pensé aussi... alors c'est un mouvement qui a été construit, orchestré, mais qui est aussi pensé, qui est nourri par la pensée des situationnistes, par exemple, des situationnistes incarnés par Guy Debord, sur la théorie, la fameuse Société du spectacle que Debord publie en 1967. Et McLaren, il est quand même... Il est lecteur de Debord, donc il est conscient des enjeux de cette société qui émerge dans les années 60-70, qui devient une véritable société du spectacle. Et le mouvement punk, c'est aussi une façon de donner à voir, mais aussi de subvertir cette société du spectacle sur le mode de l'outrance. Et toute une partie du corps punk, finalement, il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Moi, je n'ai pas prétention à renouveler les analyses sur le mouvement punk, mais c'est un rapport au corps, évidemment, un rapport au corps... qui va jusqu'à l'autodestruction. Voilà, c'est ça. Mutilé, autodestruction parfois, suicide, un corps qui est marqué mutilé et mutilant tout à la fois. C'est un corps qui est un corps souffrant,
mais en même temps un corps qui s'expose, y compris dans son abjection, dans sa dimension la plus corporelle. Donc tout le rapport, la lecture que fait Bakhtin de François Rabelais sur la dimension carnavalesque, c'est aussi ça, l'exposition du corps et de la souillure. Alors je ne sais plus si je l'ai gardé d'ailleurs, le chapitre, parce que j'ai pas lu depuis qu'il est sorti, parce que j'avais un chapitre beaucoup plus important sur le punk, et je crois que toute la partie sur la souillure a été coupée. J'ai l'impression. Ouais, oui, j'ai l'impression. Donc, il fallait bien. Je ne pouvais pas faire tout sur le punk. Non, donc, bien sûr. Mais il y a. Alors attendez, parce que là on part un petit peu loin. Non, c'est pas qu'on part un peu loin, c'est qu'on est trop d'accord. Ouais. En fait, en lisant ce chapitre-là, j'ai commencé à avoir un peu de doute, non pas sur votre démarche, pas du tout, mais en fait sur cette idée quand même que le vêtement peut, parce qu'il est, on lui donne autre chose que ce qu'il est, peut être contestataire. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, finalement, le punk, comme tous les autres mouvements que je vais lire après et avant, ça va être digéré par la société. Ça va être quand même, bon voilà. Et donc là, je me dis, merde, il y a un problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a dans l'histoire des mouvements contestataires qui, selon vous, n'ont pas pu être digérés par la société. Moi, je pense par exemple que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a réussi à échapper Alors, bon, qu'en reste-t-il? La question, c'est qu'il n'a pas pu se traduire nécessairement. Quand François Bayrou dit « je vais ressortir les cahiers de doléances », c'est une façon de récupérer un truc dont on sait, parce qu'on sait pertinemment qu'il n'en fera rien. Oui, mais est-ce que c'est de la récupération, là? Pas nécessairement. Enfin, disons que c'est un outil de communication. Comme le furent dans le fond les cahiers de doléances, parce qu'il n'en est rien sorti de ces cahiers de doléances à proprement parler. Non. Hein. Mais, ou du grand débat de Macron. Bon. Mais il y a le mouvement des Gilets jaunes, c'est caractérisé par un refus et une vigilance face à toute velléité de récupération. Et Dieu sait qu'il y en a eu des velléités de récupération. Le mouvement punk, évidemment, il est récupéré. Bon, parce que ça devient un business aussi. Mais en même temps, je pense que c'est difficile d'échapper à la récupération. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a un mouvement qui est récupéré, dénaturé peut-être de son esprit originel, que ne subsiste pas l'esprit contestataire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le texte, la distinction que fait James Scott entre le texte public et le texte caché. À un moment, le mouvement punk, comme le mouvement des Gilets jaunes, il y a une émergence de ce texte caché, qui fonctionnait de façon souterraine et qui émerge dans l'espace public. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ces tentatives de récupération, peut-être, que le message de la contestation ne subsiste pas. Hein, enfin, il n'a pas été complètement éradiqué. Justement, page 80, quel fut mon plaisir que de lire cette phrase. Le bricolage, écrivez-vous, le bricolage permanent fut l'une des caractéristiques phares de cet entrepreneuriat punk. Alors ça, c'est une expression que vous empruntez à Fabien 1, l'entrepreneuriat punk. J'aimerais bien ce que je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il parle de haut poste là, le gars ou pas? Et ensuite, page 85, 5 pages plus loin, bricoler, la mise en scène de soi était tout sauf improvisée. Donc, parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent. Visiblement, il y a quelques quepons, mais il y a aussi des gens qui n'en ont rien à faire du punk. Mais non pas pour les intéresser à ça, mais qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait garder de ce mouvement-là pour le mettre ailleurs, etc. L'idée je pense que il y a le bricolage. De toute façon, toute forme de contestation relève, comme toute forme de vie sociale, de théâtralisation de soi, parce que quand on sort le matin à des degrés divers, vous avez pensé à mettre votre t-shirt punk, etc., en contestation. Donc il y a une forme de théâtralisation de la vie quotidienne. On ne s'habille pas n'importe comment, etc. Il y a un souci de faire coïncider peu ou prou son apparence à ses convictions, enfin si on théorise un peu les choses. Après, d'autres peuvent simplement endosser des marques par souci de conformisme de classe, etc. Bon. Mais évidemment, le mouvement punk, les punks ont pensé leur façon de gérer leur apparence, justement sur le mode de, non pas en portant n'importe quoi, mais en inversant, par exemple, les sous-vêtements sur le dessus, dans cette logique d'inversion, dans cette recherche du vêtement ou du comportement blasphématoire, sacrilège,
à rebours, en quelque sorte, des normes sociales. Donc ici, le vêtement nous dit quelque chose de l'intentionnalité qui est à l'œuvre dans le mouvement punk, comme il nous dit quelque chose, finalement, de la façon dont les gens peuvent s'habiller dans la vie quotidienne et de leur rapport au monde et de leur volonté, soit de se conformer, soit de transgresser, ou au contraire de jouer la carte d'une relative neutralité idéologique. Ça peut aussi... il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Mais disons que quand on a souvent une vision militante, le vêtement est un outil commode parce que visible, ostentatoire, pour affirmer ses convictions sociopolitiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Twisted dans le chat? Est-ce que le do-it-yourself... c'est cette dimension aussi. Ça peut amener la satisfaction de l'avènement de l'acte, de la fierté d'avoir réussi à faire son truc. Sûr, que ce soit une provocation, ou un geste, ou une émission, ou une chanson, ou un slogan, enfin qu'importe. Bien sûr, il y a en effet paradoxalement, par rapport au mouvement punk qui n'est pas en ce sens que purement nihiliste, il y a aussi dans le do-it-yourself, ce bricolage que vous évoquez, la réalisation, et d'une certaine façon la réalisation de soi, fût-ce dans la contestation radicale d'un certain nombre de valeurs. On avance dans le temps. Nous sommes au tout début des années 90. Le sida fait des ravages depuis les années 80. Et là, il y a évidemment tout un tas de mouvements qui s'organisent, de mouvements d'abord homosexuels, et puis plus généraux ensuite. Et il y a notamment deux mouvements qui vont s'opposer d'une certaine manière. Il y a le mouvement AIDS, celui qui va imposer le ruban rouge. Et en face, il y a ACT UP, qui naît à New York, qui va être très important en France. Il faut peut-être un petit peu rappeler. Et il y a une bataille, par exemple, autour de ce ruban, on va dire. Oui, c'est vrai que, en gros, c'est un élément qui est souvent occulté, c'est que dans le champ des contestations, si on peut utiliser cette notion sociologique, il y a un champ des contestations sociopolitiques et, comme dans tous les champs, comme dans le champ politique, il y a des rivalités, il y a des concurrences aussi, il y a des logiques d'affrontement et des logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre. Il ne faut pas avoir une vision totalement angélique, irénique de l'univers des contestations sociopolitiques, surtout quand elles s'institutionnalisent, en fait. Donc là, il y a une lutte en effet importante qui passe par, pour partie, une lutte de symboles. Le fameux t-shirt noir avec le triangle rose pointé vers le haut d'ACT UP, Silence égale death, le silence et la mort. Donc là, le message est explicite. Le triangle rose, c'est aussi évidemment un lien avec le triangle rose des déportés dans les camps de concentration, qui étaient portés par les homosexuels et voués évidemment à l'extermination dans les camps. Donc ici, il y a évidemment cette inter-iconicité, pourrait-on dire, dans le jargon, ou intertextualité du triangle rose sur fond noir. Donc il y a une dimension très esthétique aussi, visibilité, encore une fois, et brièveté, mais aussi lisibilité, silence égale mort. Donc le message, il est très clair. Se taire, c'est évidemment entraîner et cautionner la mort de tous les malades du sida, parce que ne pas favoriser la recherche médicale, etc., les thérapies en faveur de la lutte contre la maladie. Et de l'autre côté, en effet, le mouvement AIDS, qui lui va privilégier le petit ruban rouge que l'on connaît. Et donc il y a une lutte aussi organisationnelle et symbolique. Alors je ne sais plus d'ailleurs quelle est il y a une expression d'ACT UP contre ce ruban. Le collectif y voyait l'expression consensuelle d'une solidarité diffuse aux effets pervers, portant en elle le risque de favoriser une bonne conscience passive et la démission des pouvoirs publics au détriment des exigences de l'action. C'est ça, oui. Oui, parce que le mouvement ACT UP estime finalement que ce ruban n'est pas suffisamment lisible, n'est pas suffisamment explicite, parce que le propre d'un symbole politique, c'est aussi idéalement d'être non seulement visible, ce que peut être ce ruban, mais aussi lisible par le plus grand nombre. Alors évidemment, de ce point de vue, le t-shirt d'ACT UP est évidemment plus compréhensible que ce ruban qui a besoin, finalement, pour être compris du plus grand nombre, d'un travail d'interprétation. Parce que vous avez le texte, et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler en narratologie le paratexte. Tout ce qui entoure le texte. Là, vous avez le livre,
mon contenu, mais vous avez aussi la couverture, Bien puis sûr. vous avez tout ce que je dis aujourd'hui, qui participe aussi de la réception, en quelque sorte, du livre, mais de la même façon, le ruban rouge, il a besoin aussi de, peut-être davantage que le t-shirt d'Act Up, de tout un travail d'exégèse, d'interprétation pour être appréhendé, pour être compris par le plus grand nombre. Je fais vraiment une parenthèse, j'y pense à l'instant parce qu'on parle de ces années-là. J'ai trouvé en partie remarquable le film sur les débuts de Trump, The Apprentice. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore. Non. Pas encore, Ouais. parce que vous allez voir, c'est ce qu'on appelait les années SIDA. Ouais. Et ça percute complètement, en fait, l'itinéraire de Trump. Et c'est, voilà, par une des rencontres qu'il va faire. Je ne vous en dis pas plus pour vous. Je trouve que c'est un film qui est absolument remarquable parce qu'il nous apprend, en fait, comment ce qu'on va subir est arrivé. Oui. Alors, on arrive aux Gilets jaunes, Oui. et alors il y a eu j'ai eu un drôle de sentiment en vous lisant, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que les Gilets jaunes, c'est vraiment inventif, Oui. par rapport au chapitre qui précède, où on est un peu dans la redite de choses qui ont déjà été faites, qui sont un peu améliorées, on va dire. Oui, oui. Là, les Gilets jaunes, il y a une forme de rupture dans la simplicité. Alors, vous allez parler de deux registres, mais d'abord, je vous laisse détailler ce que vous avez ressenti par rapport aux Gilets jaunes. Ce gilet, ce qu'il est, et ce qu'ils vont en faire. Oui. Alors, c'est vrai que les Gilets jaunes, bon, j'ai pas mal travaillé sur cette question. C'est au-delà du phénomène proprement dit, de son émergence, c'est l'invention d'un symbole. C'est assez incroyable, si on y repense. Et le caractère inédit, enfin, c'est pas inédit d'inventer un symbole, parce qu'il y a beaucoup de symboles qui sont transmis, qui sont repris. Les bonnets rouges, bon voilà, il y a une histoire, il y a une transmission, il y a une captation mémorielle ou historique, alors que les Gilets jaunes, ça émerge. C'est un phénomène sociopolitique qui émerge sans histoire et qui va se cristalliser dans le fameux gilet éponyme qui se trouve dans tous les véhicules. Et le gilet jaune, à ce titre, c'est un improbable symbole politique. Déjà, le jaune, c'est une couleur qui n'apparaît pas dans le spectre chromatique du champ politique. Pourquoi ? Parce que c'est une couleur fortement et négativement connotée. Le jaune, c'est la couleur des briseurs de grève, qu'on appelait comme ça, les jaunes. C'est aussi, nous rappelle Michel Pastoureau dans son livre sur le jaune, la couleur des cocus, en général. Donc, c'est pas vraiment une couleur que l'on retrouve, alors que le rouge, dans les mouvements communistes, révolutionnaires, le noir de l'anarchisme, c'est quelque chose d'assez banal. Bon. Et c'est un mouvement qui surgit d'en bas, véritablement. Alors là aussi, il y a une forme de bricolage tout à fait exceptionnel dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce gilet jaune, il n'a pas été... Enfin, il surgit, oui, de façon un peu... sans être pensé, sans être théorisé, et pourtant, il remplit à merveille, je voudrais dire, le rôle que peut jouer un symbole politique. Pourquoi ? Parce que le gilet jaune, il condense à lui tout seul une bonne part du mouvement des Gilets jaunes. La question de la mobilité, qui est au cœur d'abord de la contestation. Souvenons-nous, c'est la révolte contre la hausse des taxes sur le diesel, qui va toucher une frange importante de la population, tous ceux qui vivent éloignés des villes et qui ont besoin de leur véhicule pour travailler et qui roulent au diesel, parce qu'en France, on a privilégié, évidemment, pour des raisons économiques, le diesel, parce que c'était Renault, c'était Peugeot, etc. Bon. Donc cette frange de la population, classe moyenne, plus ou moins paupérisée, qui se trouve heurtée de plein fouet dans leurs conditions de travail, dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions de revenus salariales. Et donc le gilet jaune, qui d'abord est placé derrière le pare-brise, avant d'être endossé, il symbolise cette visibilité, cette mobilité, mais aussi le danger et la détresse tout à la fois de ces populations, puisque c'est aussi le rôle du gilet jaune que de marquer cette détresse ou ce danger des automobilistes en panne au bord de la route. Et là, on est au cœur de votre thèse, c'est le vêtement en tant que tel. Aucun vêtement en tant que tel n'est politique, mais c'est son usage ou son détournement ou son contournement qui est investi. Bien sûr. C'est ça qui en fait C'est formidable. De ce point de vue, le gilet jaune, c'est extraordinaire. C'est un modèle à l'état pur, chimiquement pur, d'invention d'un objet dont nul n'aurait pensé
C'est pour ça que je pense que c'est bricolé et ça n'a pas été pensé. Parce qu'il y a dans l'histoire... Le premier appel, en tout cas en vidéo, c'est de dire on va mettre ça derrière le pare-brise. Sur le pare-brise comme un maillot de l'équipe de France quand elle gagne. Oui, c'est ça. Et puis un signal de reconnaissance, d'une forme d'entre-soi. Voilà. Mais voilà, ça ne va pas au-delà, ça n'a pas été théorisé. Alors que vous avez des symboles qui ont été évidemment pensés sous la Troisième République. Il y a toute une symbolique qui est pensée. Le buste de Marianne, pour incarner la République, ça n'a pas été bricolé, ça a été pensé pour incarner une forme de dépersonnalisation de la République par opposition à la personnalisation de l'Ancien Régime. Donc il y a là un processus d'intellectualisation et de production du symbole, ce qui n'est pas le cas avec les Gilets jaunes. Une sorte d'émergence un peu bricolée, inattendue, et ensuite on va voir comment ce Gilet jaune va passer de la voiture, comment il va être porté, acquérir finalement une deuxième vie. Et ensuite... Et une troisième qui est celle de la revendication par le texte, par le dessin. Par l'appropriation, en effet, que chacun va faire du gilet jaune, notamment sur le dos des gilets jaunes. Et donc, on va voir fleurir dans les mouvements contestataires à la fois ces gilets jaunes, mais qui relèvent, c'est ça qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans cette mobilisation, un objet totalement usuel, sériel, qui renvoie à une série, donc dénuée de qualité particulière. Et obligatoire, même. Obligatoire, qui s'est imposé. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. Vous êtes obligé d'avoir ça. Absolument. Donc il y a eu, d'ailleurs, il est obligé de l'avoir dans le véhicule sous peine d'amende, etc. Donc il y a un détournement d'un objet qui a été imposé par le pouvoir en place et qui va ensuite, dans une production sérielle, être individualisé, personnalisé à des degrés variables par les contestataires. Donc il y a un phénomène d'appropriation de ce gilet, et cette appropriation, elle va se faire en effet le plus souvent sur le dos, sachant que il faut tenir compte aussi de ce support surface qu'est le gilet. C'est quelque chose de souple, jaune, pas nécessairement pratique, c'est pas une page blanche sur laquelle on va pouvoir mettre de la couleur, en tout cas plus difficilement. Donc on a des contraintes. Il y a un espace contraint du gilet jaune qui est le dos, donc un espace limité, une nature, la matière textile et la couleur. Donc ce sont là autant d'éléments qui vont limiter l'expression et la créativité et qui sera pourtant indéniable sur le dos des gilets jaunes. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les gilets jaunes, sur l'appropriation aussi des ronds-points. C'est formidable. Le rond-point, c'est bien un lieu qui n'a jamais été approprié dans le contexte des mobilisations politiques. Autant la rue, autant les autoroutes, on revoit la question des mobilités, mais le rond-point, c'est un lieu de passage par définition. C'est un lieu de circulation, personne ne s'arrête sur un rond-point. Marc Auger parle, on pourrait utiliser cette notion de non-lieu. C'est un non-lieu, un rond-point. Et ces ronds-points qui sont des non-lieux vont être investis collectivement, parfois habités, etc. Donc c'est assez vertigineux de voir cette appropriation inédite des ronds-points qui nous renvoient encore à toute cette symbolique. Mais pour en revenir au dos des Gilets jaunes, alors il y a un livre qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Plein le dos. Alors justement, Eurial, notre modératrice, elle est quand même extraordinaire parce qu'elle a déjà mis le lien vers Plein le dos. Oui. Plein le dos qui était au départ une feuille A3 coupée en deux et puis un peu plus important, qui était vendue dans les manifestations au profit des Gilets jaunes et qui cartographié, qui a photographié justement tous ces Gilets jaunes. Oui. Richement illustré. C'est ça. Ouais. Et cet ouvrage, alors il recense, je crois qu'il y a à peu près 300 dos de gilets jaunes, qui sont déjà. Alors il y a tout un travail de sélection qui a été fait pour privilégier les plus expressifs. Et moi j'ai été vraiment surpris par la richesse de ces dos, ce qu'ils pouvaient nous dire dans parfois leur laconisme, parce que c'est un espace très limité. Alors la plupart du temps, ce sont des slogans ou des mots, mais parfois aussi il y a des collages, il y a des caricatures, souvent d'ailleurs, qui prennent pour cible de façon quasi exclusive Emmanuel Macron ou éventuellement son épouse. C'est très intéressant dans la personnalisation, évidemment, de la contestation et de la détestation sur Emmanuel Macron. Ça, c'est ce que vous appelez le deuxième registre, celui de l'irrespect, de l'insulte ou de la menace. Le premier registre étant
celui de la distanciation Oui, et de l'euphémisation. Oui, et puis de l'ironie et de l'humour aussi. Il y a, en effet, alors bon, alors évidemment, il y a des dos qui sont plus... c'est difficile de catégoriser tous les dos des Gilets jaunes, mais on a plusieurs répertoires, en quelque sorte discursifs, qui renvoient aussi au message qui est porté. Il y a un premier message, souvent, qui joue sur une forme d'intertextualité, qui renvoie à une culture populaire. Joe le taxé, par exemple, avec beaucoup de jeux de mots. Dans quel monde vit-on? Donc, moi, j'ai été surpris par cette richesse, cette créativité aussi du mouvement des Gilets jaunes qui s'exprime sur ces dos. Un rapport à la culture populaire, bien sûr. Alors, parfois aussi par des phénomènes de mimétisme, parce qu'on retrouve les mêmes slogans sur plusieurs gilets. Donc, il y a des phénomènes de circulation, de transfert. Ça a été vu, les uns et les autres se sont appropriés les messages qu'ils ont vus dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un phénomène comme ça de capillarité qui irrigue le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez aussi une recherche, alors bien sûr c'est lié au profil sociologique, vous avez sûrement eu pas mal de profs dans les contestations des Gilets jaunes qui ont importé aussi leur culture plus académique en la détournant. Et donc ça se traduit avec des slogans, une intertextualité, des références à Michel Audiard par exemple, ou à des chansons aussi, des Ruriers Noirs, Bob Marley, etc. Bon, il n'y a pas que Joe le taxi de Vanessa Paradis, il y a tout un éclectisme. Donc on a là et puis il y a aussi des éléments autobiographiques, de façon très elliptique, que Chaume lise en fin de droit, qui nous renvoie aussi à la désespérance de certains, des ancrages géographiques. Enfin, il y a des formes d'autobiographie allusives, mais qui sont ici exprimées de façon parfois à la fois très brève et avec beaucoup d'émotion. Et cette richesse, cette diversité, est-ce qu'on la retrouve ailleurs dans l'histoire ou ailleurs dans d'autres contestations, dans d'autres pays, qu'importe? Je ne crois pas de ce point de vue, je ne vois pas d'exemple à travers. Parce que là, il faut tenir compte aussi de l'ampleur de la mobilisation. Parce que ce qui me semble singulier, c'est le fait qu'il y ait, même s'il y a du mimétisme, il n'y a pas de mot d'ordre. Ah non, bien sûr. C'est pas un mouvement qui est commandé et qui dirait, justement, il y a tel slogan à prendre, etc. Absolument. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Alors là, évidemment, moi j'ai pris ce livre comme corpus. En fait, j'aurais pu faire une recherche plus large, mais déjà, donc il y a un travail de présélection qui a été fait, donc c'est pas non plus totalement révélateur de tous les dos des Gilets jaunes, mais en tout cas, on voit qu'ils ont sans doute privilégié une certaine inventivité, une certaine créativité, ou alors le registre aussi de la colère, parce que c'est un autre versant important de cette colère noire qui s'expose sur les Gilets jaunes, mais à travers la spontanéité du mouvement, parce qu'il a cette dimension quand même relativement spontanée, même si les choses se structurent. Il y a des groupes de Gilets jaunes qui se structurent progressivement. On a comme ça une sorte de parole d'en bas qui émerge. Et c'est ça qui est assez intéressant, vu l'amplitude, vu la masse de Gilets jaunes de ce point de vue. Et est-ce que dans vos travaux, vous avez retrouvé ce qu'on a pu voir dans certaines communes où, on va dire, il y avait le rond-point des Gilets jaunes de droite et le rond-point des Gilets jaunes de gauche, pour éviter les sujets qui fâchent. Est-ce qu'on retrouve ça sur le dos des Gilets au moment des manifestations du samedi, par exemple? Alors c'est plus ambigu parce qu'il y a une forme de... Encore une fois, la colère ou les revendications, c'est des revendications en termes de reconnaissance, reconnaissance salariale d'abord, mais pas seulement. Et aussi très rapidement se cristallise dans un second temps le désir d'être vu par tous ceux qui sont invisibilisés de ce point de vue. Et donc, ce désir de reconnaissance, je pense qu'il est aussi important que les revendications plus conventionnelles de salaire, de mode de vie. C'est aussi la peur du déclassement, de la paupérisation, de toute une frange de la population qui est incontestable de ce point de vue. Et donc ça ne se traduit pas nécessairement dans la politisation des slogans. Je n'ai pas perçu cette distinction, même s'il y a des Gilets jaunes qui ont leurs propres convictions politiques. Alors il peut y avoir des frictions, évidemment, selon les uns et les autres, mais en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes, il s'est attaché à refuser
tout positionnement, droite-gauche, et à refuser ou en tout cas à lutter contre toute récupération qui ont été faites évidemment de un certain nombre de partis politiques qui pouvaient voir là évidemment un électorat. Mais c'est aussi le refus de l'institutionnalisation du mouvement. On l'a bien vu à travers la façon dont il s'est déployé, a empêché évidemment, d'une certaine façon, le gouvernement, il a toujours besoin de discuter avec des partenaires sociaux ou avec des représentants. Et là, évidemment, il s'est retrouvé face à une fin de non-recevoir. Oui, les quelques gilets jaunes qui étaient reçus étaient aussitôt discrédités, conspués. Voilà. Oui, absolument. Je me permets d'avancer un petit peu. Des visages et des masques, ça c'est un autre pan de votre travail. Entre détournement et déguisement et travestissement, le masque, utilisé de manière éphémère lors des mobilisations, a été investi comme au théâtre d'une triple fonction de représentation, d'identification, de dissimulation. Et effectivement, dans les années 90, 2000, 2010, 2020, on voit apparaître le masque. Et là, j'apprends, page 59, qu'en 1967, il y existait un groupe qui s'appelait le Black Mask Group, qui dénonçait la collusion des puissances de l'argent. Ce collectif activiste et anarchiste new-yorkais inspiré par le dadaïsme et le situationnisme mobilisait une scénographie soigneusement orchestrée qui allait assurer leur médiatisation et infuser les imaginaires. Et là, vous passez au Black Bloc. Alors on rappelle que le Black Bloc, c'est une tactique de manifestation et que le terme est en fait un terme policier. C'est ça, Schwarzblock, le cortège noir. Voilà. Alors il n'y a pas nécessairement de masque dans le Black Bloc. Bon, il y a des visages dissimulés, mais là c'est très très important parce que d'une certaine manière, c'est l'inverse de tout ce qu'on lit dans le livre à ce moment-là, jusque-là, je veux dire, où l'idée c'est de s'afficher, c'est de se montrer, et là au contraire, c'est l'invisibilisation, en tout cas des traits. On est dans une tension avec les Black Blocs, finalement, entre visibilité et invisibilisation et anonymat. En fait, la question du masque, c'est la question de l'anonymat dans l'espace public. Le Black Bloc, bien sûr, c'est une technique de bloc pour porter la contestation, souvent violente, mais pas toujours. Bon, on le connaît bien. C'est la construction d'une silhouette aisément reconnaissable, qui va permettre d'assurer aux militants Black Bloc, évidemment, une relative immunité dans une société panoptique. Aujourd'hui, entre les caméras de surveillance, etc., les drones, il est facile, évidemment, de reconnaître et d'identifier les contestataires. Donc le masque, en tout cas les foulards, bien sûr, ont une dimension préventive contre les gaz lacrymogènes, mais ils ont aussi le masque, il a cette propension à prodiguer à ceux qui l'arborent l'anonymat, d'abord l'anonymat protecteur contre les phénomènes de reconnaissance et donc de poursuite éventuellement judiciaire. Donc il y a cet élément-là. Le masque, il va favoriser aussi le passage à l'acte. Beaucoup d'individus, que ce soit chez les Black Blocs ou d'autres, en endossant un masque, investissent en quelque sorte un habit qui les protège, mais aussi qui... j'utilise cette expression, qui autorise une forme de levée d'inhibition dans le passage à l'acte. En quelque sorte, derrière l'anonymat, comme sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, quand on est anonyme, de balancer... alors je ne fais pas la comparaison ici entre les deux, mais l'anonymat favorise toute forme de levée d'inhibition. On peut dire ça de façon assez rapide. Et puis ensuite, ça permet aussi des stratégies paradoxales dans les cortèges des Black Blocs. S'ils enlèvent très rapidement leurs vêtements noirs, leurs kawaii ou autres, ils vont retrouver une posture plus conventionnelle, un vestiaire plus conventionnel, et en se mêlant au reste du cortège, ils vont paradoxalement à nouveau retrouver une forme d'invisibilité dans le fait d'enlever leur panoplie noire, enfin dans cette panoplie du Black Bloc. Donc, il y a des jeux à la fois sur la visibilité et l'invisibilité ici qui est assez intéressant. Alors, dans la contestation, il y a ce que vous aviez appelé tout à l'heure la théâtralisation. Oui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du carnaval. Le carnaval, vous lui consacrez plusieurs chapitres. Le carnaval, il faut rappeler que c'est le moment où les gueux sont autorisés à dominer les rois. Et voilà. Ouais. C'est extrêmement important. C'est l'inversion des... C'est l'inversion des rôles, exactement. La transgression, on va y rentrer dans la période de carnaval. C'est une parenthèse. Alors, c'est très ancien, le carnaval.
Il y a déjà à Rome, dans l'Antiquité, il y avait des Saturnales, les Saturnales romaines. Ensuite, le carnaval au Moyen-Âge, évidemment, devient des véritables rites d'institution, pourrait-on dire. Alors, il y a une lecture conventionnelle qui fait du carnaval, donc au mois de février, pendant la période du carnaval, une période de licence, une période d'excès, une période de dépense et une période d'inversion et de transgression. Donc, c'est la période où tout est licite et où les dominants deviennent les dominés et inversement. Hein. Donc on a une inversion radicale de l'ordre et des valeurs. Simplement, dans la lecture conventionnelle, le carnaval, c'est aussi une façon de purger la société de ses passions, de ses tensions. Il y a quelque chose un petit peu d'orgiaque dans cette lecture carnavalesque par une logique d'inversion pour réaffirmer la société sur des bases affermies. Donc on purge pendant une quinzaine de jours, hein, dans un climat de licence, la société, et ensuite, comme une forme de soupape de sécurité, la société peut repartir et l'ordre se trouve en quelque sorte restauré. Mais il y a aussi, et donc là, évidemment, cette logique carnavalesque, elle est tout à fait en phase avec les discours des contestataires. Mais ce que dit James Scott dans ses analyses aussi sur les arts de la résistance, c'est que, au-delà de cette vision un petit peu comment dirais-je, instrumentale du carnaval qui vise en quelque sorte à reproduire l'ordre dominant, parce que c'est ça, dans sa version classique. James Scott, il nous dit, mais en même temps, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi quand même un message qui a été porté, qui a été diffusé pendant ce carnaval. Le message qui, le plus souvent, est celui des contestataires, qui est un texte caché et qui, ici, accède à l'espace public, à l'avant-scène. Et ce message, il ne disparaît pas pour autant, même si le carnaval est terminé. Ce message, il ne disparaît pas pour autant de la mémoire de ceux qui ont pu l'investir. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous dites qu'à l'horizon des années 2010 à peu près, il va y avoir dans les manifestations une forme de frivolité. Hein, oui, je reprends ce terme parce qu'il y a un groupe qui va s'appeler comme ça, la frivolité tactique, qui est un groupe de Prague, de femmes, qui va essayer de carnavaliser la manifestation. Oui. Et ensuite, il y a le phénomène des clowns. Alors la brigade d'action clownesque, en France, la BAC, etc. Ça. Il y a eu les Anglais. Et donc ça, c'est une forme d'héritage du carnaval transposé. Oui, à la période contemporaine. Et en effet, pourquoi alors c'est la dimension carnavalesque dans les contestations, il surgit surtout dans le mouvement altermondialiste, hein, au tournant des années 2000, parce qu'il y a les grands sommets. On voit bien ici que la lecture carnavalesque et l'appropriation de tous ces éléments carnavalesques, il s'agit encore une fois de contester l'ordre social et économique dominant. Et l'altermondialisme, c'est véritablement ça, remettre en question la prédation financière et le poids des organisations financières sur le monde, dans le contexte de la mondialisation qu'on a pu connaître, évidemment dans ce contexte des années 2000 et ensuite. Et donc les grands sommets de Davos ou d'ailleurs sont toujours propices à cette mobilisation, en quelque sorte transnationale, qui se décline souvent en effet sur ce mode du carnavalesque, à la fois pour des raisons esthétiques, parce qu'il y a aussi une forme de réinvention des répertoires. Il faut aussi bien voir que les répertoires s'émoussent, les registres s'émoussent, se banalisent au fil du temps, et dans la société du spectacle, les organisations contestataires sont aussi obligées de renouveler, en quelque sorte, les codes, la grammaire de la contestation pour toujours susciter l'intérêt. Donc il y a là une forme de contrainte à l'innovation ou à la novation qui est inscrite inévitablement dans le trend contestataire. Dans le trend contestataire. Si je peux dire, dans le flux de la contestation. Et alors, il va y avoir une contestation genrée, sexuée, sûr, qui va arriver, on y vient. Mais d'abord, parlez-nous du bal des folles. C'est le bal de Magic City, le bal des travestis le plus célèbre de Paris de l'entre-deux-guerres, qui mettait en scène la flamboyance homosexuelle, avec des rapports de police complètement dingos. Oui, alors là, il y a un article tout à fait intéressant de Farid Chenoun sur ce qu'il appelait dans son article, dans Mode pratique, le bal des tantes. Alors, quand article dans la bouche d'un chercheur, ça veut dire
une recherche courte, mais c'est une recherche, c'est pas un article de journal. Oui, c'est ça. Un article qui a été trouvé comme ça. Non, hein. Un article académique, en général, c'est publié dans une revue savante avec, en général, tout un certain nombre un appareil critique, un certain nombre de précautions méthodologiques. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de bricolé, en effet, même si parfois, il peut y avoir une volonté de aussi briser un petit peu les codes de l'écriture scientifique un peu pesante. Hein. Et donc, ce bal du Magic Circus, attendez, Magic Ball, hein, Magic City. Magic City. En effet, il est représentatif à la fois de l'existence paradoxale, à l'époque où l'homosexualité est évidemment réprouvée et condamnable. Il y a une législation qui va perdurer pendant longtemps, d'une forme de tolérance qui est admise par les autorités, notamment les autorités policières, mais dans certains établissements, le bal il se tient rue de l'Université, c'est pas non plus... alors il y en a un certain nombre, des bals comme ça homosexuels à Paris à la fin du 19e, au début du 20e siècle, mais en même temps ces bals ils sont sous contrôle de la police, et puis s'y mêle, comme le raconte Farid Chenoun dans son texte, à la fois la communauté homosexuelle avec un défilé qui a lieu, et puis en même temps un certain nombre de personnalités qui viennent, donc il y a une sorte de mixité sociale assez singulière. Il évoque Joséphine Baker, le journaliste Géo Landon, tout un certain nombre de personnalités qui se rendent dans ces bals comme ça. Donc c'est à la fois des lieux, ça devient en quelque sorte des lieux aussi un peu mondains où l'on vient voir. Hein, il y a une forme de voyeurisme qui est aussi à l'œuvre dans ces bals. Et la police s'en donne à cœur joie, puisque vous citez des rapports de police concernant ce bal de Magic City, le bal des tantes, le bal des tapettes, le bal des invertis, le bal des folles, et un journal va titrer leur bal, qui est quand même le truc le plus odieux, soit leur bal, tout en étant l'œil dans l'œilleton pour voir ce qui se passe. Quoi. C'est ça. Ouais. On retrouve là évidemment toute la stigmatisation qui est alors celle de la culture bourgeoise, catholique, etc. Donc tout un ordre social extrêmement conservateur qui se traduit à travers non seulement ces rapports de police, mais aussi la représentation des journaux, de tout un certain nombre de journaux sur les communautés homosexuelles, bien évidemment. Ouais. Donc, il y a cet épisode que vous racontez de l'entre-deux-guerres, et puis ensuite, il va y avoir les grandes heures du front homosexuel dans les années 70. Dans l'ombre portée de mai 68 aussi. Dans l'ombre portée de mai 68, absolument. Le front homosexuel d'action révolutionnaire. Alors, j'en parle pas tellement, mais en effet, il y a toute une mobilisation. Alors, ça vient aux États-Unis, évidemment, les émeutes de Stonewall. En France, en effet, dans le creuset de mai 68, il y a une contestation qui est une contestation révolutionnaire, les maoïstes notamment, les gauchistes au sens large, mais il y a aussi une dimension sociétale qui est fortement portée par mai 68, notamment sur les questions de genre, revendications féministes. Le MLF, il est quand même aussi pour partie le produit de cette contestation 68arde. Et puis l'autre versant, c'est en effet celui de la communauté homosexuelle, en effet. On va voir apparaître dans les années 80 les premiers défilés de drag queens, si je ne me trompe pas. La Gay Pride ensuite. La Gay Pride ensuite. J'aimerais que vous rappeliez en quoi ces mouvements-là font partie de la contestation et de la subversion, parce que ça semble aujourd'hui peut-être pas forcément très clair. Contestation, de façon évidente, l'ordre moral, les représentations genrées, hétérosexuées qui est à l'œuvre dans la société et dans les sociétés occidentales depuis très longtemps. Le rapport, évidemment, éventuellement aussi à la religion. On a ici, c'est tout un ensemble de valeurs qui se trouvent ici contestées par ces mobilisations que l'on peut voir notamment à travers les drag queens au King et ensuite et aussi les Gay Pride. Donc on a évidemment là aussi cette contestation, on le voit bien, elle passe aussi par les corps et par la façon dont ces corps sont vêtus ou dévêtus, bien évidemment, dans ces mobilisations, parce que autant d'atteintes en quelque sorte aux représentations
genrés et normés qui sont usuels dans la société contemporaine. Alors, je ne sais pas si la personne qui voulait qu'on parle de la culture queer est toujours là, mais c'est le moment de le faire, hein, puisque c'est la lignée. Là, je poursuis votre livre, ouais. je déroule, voilà. La culture queer de votre point de vue, hein, c'est-à-dire celui de l'étoffe, du vêtement, du signe, ça va passer par le tatouage notamment. Par le tatouage, oui. Pas seulement, enfin, là je prends un exemple plus spécifique, mais c'est le corps ici qui est aussi le vêtement, et le corps, parce qu'au-delà du titre proprement dit, l'étoffe des contestataires, derrière ces vêtements, pardon, il y a évidemment des corps qui sont en jeu, qui sont en scène et qui sont parfois mis en danger aussi, évidemment. Hein. Et le tatouage, bien évidemment, aujourd'hui le tatouage c'est totalement diffusé, vulgarisé dans la société, alors que pendant très longtemps le tatouage, c'est tous les travaux de David Le Breton là-dessus, notamment hein, sur le corps et les corps tatoués. Les tatouages ont été des marqueurs. Les marqueurs, d'abord, ce sont les marins qui les premiers se font tatouer lors de leur voyage, lorsqu'ils découvrent la Polynésie. Hein. Donc ils ramènent cette pratique particulière. Donc il y a une tradition, celle des marins, puis ensuite dans les prisons. Hein. Donc le tatouage est longtemps associé soit aux populations stigmatisées, les prisonniers, les déviants, soit aux populations marginalisées, ou qui en tout cas vivent dans une certaine marge, comme les marins, loin de la vie sociale ordinaire. Et puis progressivement, alors, il va se diffuser. Alors, à New York, j'évoque là le cas d'un artiste qui se fait tatouer un ange dans le dos. Alors, le tatouage a longtemps été interdit à New York parce qu'il était vecteur de propagation de l'hépatite. Donc, il y a eu une forme d'interdiction. Donc, se faire tatouer dans un certain contexte new-yorkais de l'East Village à New York, ça relevait déjà d'une forme de transgression, d'une sorte de transgression des normes et des valeurs, et même de la loi, purement et simplement. Alors, justement, là, vous venez de citer East Village, Greenwich, New York, ça revient beaucoup dans votre livre, et là, c'est une petite attaque, mais bienveillante. Est-ce que le livre n'est pas, et cette émission, d'une certaine manière, un peu occidentalo-centrée, c'est-à-dire que ce sont des contestations européennes et états-uniennes? Oui, non, mais c'est vrai que, pour revenir à votre remarque de tout à l'heure sur des contestations surtout de gauche, c'est vrai que je me souviens, il y en a une référence que je fais à une contestation qui est plutôt issue de la droite, et la droite catholique, c'est le mouvement des Homènes, par opposition aux Fémènes. Oui. Donc là, c'est une sorte de revitalisation un petit peu, je ne veux pas dire suprémaciste, parce que le terme est trop fortement connoté, mais en tout cas d'une droite catholique qui veut restaurer les valeurs traditionnelles face aux Fémènes et à la transgression qu'apportent les Fémènes, notamment dans les relations hommes-femmes, la décontestation du patriarcat. Donc je fais mon mea culpa sur cette seconde remarque que vous formulez en effet. C'est vrai qu'il y a un occidentocentrisme en quelque sorte dans mon livre. Je ne le nie pas. Mais un peu, bon, c'est vrai. Mais après, la difficulté, c'est aussi de trop embrasser trop largement. Oui. Ouais. Alors, il y a... parce que là, on est allé assez vite, on a parlé un petit peu des Fémènes, mais il y a quand même... toute la fin de votre ouvrage, c'est sur les femmes, c'est sur la contestation, sur la libération du corps, la question du soutien-gorge, par exemple, qui peut passer d'un camp à l'autre d'une certaine manière. Peut-être vous pouvez en dire deux mots, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est la libération par rapport au corset, et puis à un moment donné, ça devient la prison corporelle. Une forme de contention. Voilà. Oui, là on revient. Moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le vêtement, c'est le fait que, en effet, le vêtement, en fonction des contextes, en fonction des temporalités, il peut se charger de valeurs ou de significations diamétralement opposées. On l'a vu avec le jean, comment ça évolue. Le soutien-gorge, c'est un petit peu la même chose. J'ai écrit je l'ai repris dedans, j'avais écrit sur un petit papier dans Conversation sur un bras que j'avais intitulé Un bras d'honneur. Le bras, c'est le soutien-gorge. Et le soutien-gorge, en effet,
il est assez intéressant parce que là, c'est un petit jeu de mots avec le terme anglais. C'est ça, puisque en anglais, c'est le terme de soutien-gorge, c'est bras, BRA. Voilà. Quand, en gros, le soutien-gorge apparaît au début du XXe siècle, il est un peu ou moins inventé en 1898, le but du soutien-gorge, c'est évidemment de remplacer le corset qui est cette pièce du vêtement qui comprime pendant tout le XIXe siècle le corps féminin, en tout cas au sein de la bourgeoisie et de l'aristocratie essentiellement, qui vise à rendre une silhouette sylphide en atrophiant particulièrement la taille. Donc c'est extrêmement contraignant pour les femmes, c'est même parfois presque mutilant, ça entrave la circulation, ça comprime complètement la taille. Donc il y a une dimension presque coercitive dans le port du corset, qui encore une fois vise à styliser le corps féminin dans l'espace social. Et donc faire de la femme en quelque sorte un adjuvant évidemment masculin, mais aussi un adjuvant le plus conforme au stéréotype de la beauté, parce que la femme est en quelque sorte un faire-valoir masculin dans cette société du XIXe siècle. Donc c'est une femme en représentation, mais qui doit, dans les milieux privilégiés, être assujettie à un certain nombre de contraintes, y compris très physiques. Donc le soutien-gorge, quand il apparaît, évidemment, marque une libération de ce corps. Il va permettre aux femmes, évidemment, de se mouvoir beaucoup plus librement et de ne pas plus être prisonnières, aliénées par le corset. Et puis, progressivement, dans les années 60, les féministes vont orchestrer à Atlantic City, à l'occasion d'un concours de Miss américain, une vaste mobilisation, plus de 400 féministes, qui invitent les femmes à jeter leur soutien-gorge, mais pas seulement leur soutien-gorge, les bigoudis, les gaines, mais aussi Cosmopolitan, un certain nombre de journaux qui sont censés être des prescripteurs de la beauté féminine, à jeter donc les soutiens-gorge dans ce qu'elles vont appeler les poubelles de la liberté. Et en fait, se délester de son soutien-gorge devient un acte politique, sociopolitique, d'affirmation de soi, le fait de reprendre en main son corps contre les dictates masculins, et ceux de la société, évidemment, qui est encore, dans les années 60, une société fortement patriarcale. Donc on voit cette évolution progressive et cette inversion des valeurs qui est associée au soutien-gorge. Et d'une certaine manière, les fémènes sont les héritières de ce mouvement. On se débarrasse du soutien-gorge, puisque voilà, elles manifestent avec leur corps nu. Et leur torse, elles l'exemplifient en quelque sorte. Elles l'exemplifient. C'est ça. Et alors, évidemment, je dis évidemment parce que on parlait tout à l'heure de la récupération, du fait que tout ça était toujours digéré. Vous expliquez qu'il y a évidemment dans le corps spectacle des fémènes, son pendant, c'est la récupération, notamment médiatique, c'est le péril de la médiatisation. Oui, parce que ça, je crois que c'est le propre de toute mobilisation. Mais il est évident qu'avec les fémènes, évidemment, là, ça a été particulièrement pensé. Le mouvement féminin, il ne surgit pas, c'est pas non plus, même s'il peut y avoir toujours une part de bricolage et de braconnage, c'est quelque chose qui est pensé. La mise en scène du corps féminin, ces femmes plutôt belles, qui répondent à un certain nombre de stéréotypes, ce sont des Ukrainiennes au départ, donc qui jouent sur tous les codes de la féminité, la blondeur, la sveltesse, des traits néoténiques, elles correspondent parfaitement au canon de la beauté contemporaine. Elles mettent en scène leur corps. Au mannequinat, à la mode. Oui, c'est ça, exactement. Quand je parle des stéréotypes de la beauté, c'est ça. Ceux qui sont construits par un système. Voilà, bien sûr. Bien évidemment, c'est pas bon. Et par une certaine presse. Donc ces fémènes, elles jouent à la fois sur ce registre-là, sur leur plastique, et en même temps sur la transgression de l'exposition des seins, de leur torse nu dans l'espace public. Alors là encore, on en revient à un élément qui est celui des contextes. Il y a un livre extrêmement passionnant de sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann sur la sociologie des seins nus. Il étudie la pratique des seins nus à la plage. Alors aujourd'hui, cette pratique s'est tendanciellement banalisée, même s'il montre bien que sur la plage est un univers extrêmement normatif. Mais ce qui est toléré sur la plage ne l'est pas dans l'espace public. A fortiori, lorsque les fémènes font irruption à Notre-Dame à l'occasion de la démission de Benoît XVI, et là, évidemment, pour une sorte de performance, de happening, qui
qui est évidemment sacrilège aux yeux des catholiques, aux yeux des pratiquants. Donc on a cette volonté à la fois de transgresser, mais en jouant quand même sur une forme de voyeurisme. Les Femen ne peuvent pas ne pas savoir, évidemment, que dans cette société du spectacle qui est la nôtre, ces corps dénudés vont susciter, évidemment, l'intérêt des journalistes, et parce que ça va permettre de faire des images, des reportages, et tout cela sera aussi source, évidemment, potentiellement d'un audimat supérieur. En ce jour où l'extrême droite et l'arrière-ban de l'extrême droite va rendre un dernier hommage à Jean-Marie Le Pen à l'église du Val-de-Grâce à Paris, moi j'ai une pensée pour ces Femen qui, c'était place de l'Opéra, me semble-t-il, avaient perturbé un meeting de Jean-Marie Le Pen, ouvrant les fenêtres d'une chambre d'hôtel, je crois. C'était un moment quand même d'un grand courage. Oui, parce que... parce qu'il y a quand même un courage physique qu'il ne faut quand même pas oublier. Parce que les Femen, tous les travaux... même, c'est comme on a pu les appeler les Amazones de Kiev, se mettre ainsi, c'est pas simplement se mettre en scène, c'est aussi mettre leur corps en danger. En danger, bien sûr. Il y a une mise en danger des corps parce que nombre de Femen ont été roués de coups, tabassés, éventuellement soit par les forces de l'ordre, soit par les groupes d'extrême droite, etc. Donc c'est pas quelque chose de neutre, de la même façon que les suffragettes au début du siècle, lorsqu'elles s'adonnaient à comment dirais-je, à la grève de la faim, qu'elles étaient gavées de force dans les prisons londoniennes, elles mettaient certaines mourures de ces pratiques. Donc il y a eu aussi, on n'est pas simplement dans l'exhibition des corps, on est aussi quand même dans une mise en scène et une mise en danger de ces corps à proprement parler. Mais alors attendez, vous lisez les pages que j'ai ouvertes ou pas? Parce que moi je voulais terminer justement sur les suffragettes. Comment se fait-il que votre esprit soit déjà allé aux suffragettes? C'est extraordinaire. Alors il y a cette histoire que vous avez racontée. Il faut rappeler, les suffragettes, c'est un mouvement au départ anglais, de femmes qui réclament le droit de vote, tout simplement. Voilà. Exactement. Et donc le droit de vote, alors le droit de vote qui sera accordé d'ailleurs beaucoup plus tôt aux femmes en Angleterre qu'en France, sans doute le fait de cette mobilisation de ces suffragettes. Alors les suffragettes, c'est un phénomène, évidemment, c'est assez connu, c'est pas... Mais ces femmes qui se mobilisent au début du siècle pour réclamer le droit de vote, au même titre que les hommes, c'est un long combat, vont d'abord avoir recours à des slogans de façon conventionnelle, à un dress code aussi, qui sera articulé autour de 3 couleurs, le vert, le blanc et le violet. Et donc, il y a une forme d'utilisation du marketing. Excusez-moi François, c'est exactement ce que j'avais noté, le dress code aux chromatiques recherchées qui va devenir la signature de leur combat et de leur identité. Il faut rappeler, on est en 1908, il y a plus d'un siècle. Le vert, green pour give, symbolisant l'espoir et la fertilité, le blanc, white pour woman, la pureté, le violet, violette pour vote, la dignité. C'est ça. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et pourquoi c'est extraordinaire? Parce que moi, je découvre ces couleurs. Les photos que je connais, évidemment, des suffragettes, elles sont en noir et blanc. Bien sûr. Oui. Donc cet aspect-là, je ne le connais pas et je le découvre en vous lisant. Et c'est là qu'on se rend compte que, en 1908, les suffragettes jouent sur cette logique de visibilité que j'évoquais au début. Alors là, évidemment, la couleur n'apparaît pas sur la photographie, mais dans l'espace public, on a en fait la mise en œuvre de tout un certain nombre de théories, en quelque sorte marketing, au sens plus conventionnel du terme aujourd'hui. Elles multiplient les opérations marketing. Il y a même un rapport, là aussi, à une recherche esthétique sur la beauté des militantes, pour éviter aussi un certain nombre de stéréotypes sur les passionnariats, etc. Donc, elles veulent se conformer à un certain nombre, à la fois jouer sur les codes sociaux usuels, mais en les subvertissant en quelque sorte de l'intérieur. Et donc, dans un premier temps, elles vont multiplier les coups d'éclat dans l'espace public, les manifestations, les marches. Elles vont sillonner l'Angleterre, elles vont distribuer des cartes postales, etc. Donc, il y a tout ce dress code. Et puis, progressivement, leur action va se radicaliser. Elles vont mener des actions, elles vont lancer des opérations violentes contre, notamment, des institutions, incendier, briser des vitres. Et puis, souvent enfermées, elles vont commencer, emprisonnées pour leurs exactions, elles vont commencer des grèves de la faim. La grève de la faim qui devient aussi un outil
un instrument de contestation sociopolitique. Et face à ces femmes qui se mobilisent, qui font la grève de la faim, le gouvernement va entreprendre de les gaver de façon systématique, en leur introduisant évidemment un tuyau dans la bouche où elles sont gavées plusieurs fois par jour et avec des séquelles parfois dramatiques. Alors le chat, évidemment, aimerait que ça dure plus longtemps et voudrait qu'on raconte tout le livre, mais on ne le fera pas. Il y a quand même quelques petites questions comme ça. Au débeauté, le piercing, est-ce que le piercing est évoqué dans votre livre? Oui. Les hippies n'ont pas été évoqués dans cette conversation parce que moi, je ne peux pas évoquer les hippies. Est-ce que vous les évoquez dans le livre? Oui, j'en parle un petit peu sur la nudité en particulier. Voilà, bien sûr. Après... C'est pas mes passages préférés. Non, c'est le punk qui cause. Non, je déconne. Après, par définition, le champ est tellement large qu'il y a des choix que j'ai faits qui sont un peu arbitraires, ça je l'assume. Bien sûr. Et puis, en effet, il y a une contestation hippie qui passe aussi par le corps, la dénudation des corps. Bon, ça fait partie aussi de cette contestation des années 60. Le piercing, aujourd'hui, bien évidemment, c'est un petit peu comme le tatouage. Ça s'est vulgarisé, mais le piercing, bon, on l'a vu dans le mouvement punk à travers le choix des épingles à nourrice, etc. Comment il y a une forme de mutilation du corps à travers ces épingles à nourrice. Donc on est un petit peu dans... Mais aujourd'hui, évidemment, le piercing n'a plus la même... je ne pense pas. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais en tout cas, je pense que la dimension contestataire... Je pense que toutes ces pratiques aujourd'hui de piercing et de tatouage renvoient... moins à une dimension proprement contestataire de l'ordre social qu'à une forme de volonté de reprendre une visée individualisante de reprise de son corps, d'assumer et de transformer le corps dont on a hérité en quelque sorte pour partie. Je voudrais terminer avec votre précédent livre qui avait été bien remarqué, qui était sur qui est intitulé Pouvoir et beauté, sur l'apparence, sur le physique en politique et sur grosso modo l'habit fait le moine. Ben oui, évidemment que l'habit fait le moine. Aujourd'hui, dans l'espèce de maelstrom épouvantable dans lequel nous sommes, qu'est-ce que vous diriez de ça, par exemple? Qu'est-ce qui sort? Quelles sont les personnes politiques françaises qui semblent le plus tirer profit de cette idée d'apparence, de beauté, si on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est Bardella, par exemple? Alors Bardella, incontestablement. Alors la beauté, moi cette année j'ai fait un peu plus une petite étude. Alors il ne faut pas survaloriser. Mon livre, il voulait pointer une forme de discrimination invisibilisée. Alors dans la vie sociale comme dans la vie politique, c'est les gens les plus beaux en fait. Ils réussissent mieux, ils gagnent mieux leur vie, etc. Il y a beaucoup de travaux qui ont documenté ce phénomène-là, donc il n'y avait pas de raison de questionner aussi cette dimension dans la vie politique. Bon. Mais évidemment, moi je n'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien prolonger mes travaux sur ces questions, sur Bardella par exemple, auprès de la jeunesse, ses posts sur TikTok, etc. Évidemment, dans la société contemporaine où il y a cette montée en puissance de l'individualisme, que l'on retrouve aussi dans la vie politique, à travers ce qu'un de mes collègues a pu appeler l'égo-politique, la personnalisation et l'individualisation de la vie politique. On voit bien aujourd'hui le délitement des partis politiques, le poids tendanciellement marginalisé de l'idéologie. Donc on a des individus symboles et non plus des représentants d'institutions. Et Bardella, évidemment, à travers sa plastique, à travers sa jeunesse, à travers l'usage qu'il fait des réseaux sociaux, évidemment, est susceptible de séduire une frange de la population qui ne va pas nécessairement s'intéresser à la politique. D'ailleurs, les jeunes sont souvent fortement abstentionnistes. Pas tous, mais bon, c'est une catégorie fortement abstentionniste. Et à travers sa plastique, évidemment, l'image d'un candidat peut, ici au sens large, au-delà de la plastique, c'est aussi toutes les qualités associées à un candidat, les valeurs qui peuvent émaner de lui, bon, etc. Mais les travaux, par exemple, du CEVIPOF et les travaux anglo-saxons avaient pu montrer, dans une enquête de 2 politistes français, avaient montré qu'en 2007, lorsque les électeurs attribuaient une qualité de plus à Nicolas Sarkozy, ça a augmenté la probabilité de voter pour lui par 4. Alors que lorsqu'ils adhéraient à un point de son programme, ça a augmenté que de 1,5. Donc en fait, on voit que l'image d'un candidat aujourd'hui, tout un certain nombre de travaux en sciences politiques le concèdent, l'image d'un candidat est devenue la variable sans doute décisive dans le choix des électeurs. Donc évidemment, Bardella, à travers son image,
il a cette propension et cette capacité à séduire une frange, alors pas toute la frange de l'électorat, mais les plus jeunes, évidemment, qui sur TikTok, etc., peuvent être directement intéressés par cela. Et précisément, est-ce que la contestation aujourd'hui ne serait pas celle de la contestation du beau, du léché, du TikToké? Ça pourrait, en effet, être à rebours de tous ces codes un petit peu normés, d'une esthétique conforme, parce que d'une certaine façon, il correspond à un certain nombre de stéréotypes, là aussi. Donc, et de ce point de vue, en effet, on est dans un... Mais oui, on en reviendrait à cette contestation punk des apparences normées, pourrait-on dire. François Ourmand, vous étiez là pour L'étoffe des contestataires, une histoire sensible et politique de la révolte qui sort chez PUF. Et je vous pose la question rituelle d'Opost. Alors vous, visiblement, comme vous pensiez que c'était une radio, vous ne saviez pas du tout où vous foutiez les pieds, donc vous ne connaissez pas cette question rituelle. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h30 ? Nous avons essayé de décoder le monde, et j'espère qu'on a pu apporter un peu de sens à un certain nombre de pratiques qui peuvent paraître assez banales, dans le fait de s'habiller ou de voir comment les personnalités politiques, finalement, jouent ou transgressent les normes habituelles. Super, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va faire une petite pause et après je vais revenir pour vous annoncer, chers camarades, que lundi, c'est une journée extraordinairement incroyable pour Opost, puisque nous allons faire 3 lives, un avec Guillaume Meurice à 13h et 2 en direct en même temps sur 2 canaux différents. Là, on pousse un peu. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques minutes. Le temps de raccompagner François Ourmand, L'étoffe des contestataires, une histoire sensible et politique de la révolte. Épatant épisode. Merci François, super interview. Merci François à nouveau. Merci pour cette conversation très intéressante et pour l'humilité avec laquelle vous avez reconnu les limites et biais de votre travail. Spécial nudiste, non. La photo, figurez-vous, elle est déjà prise. Voilà. Merci beaucoup, Piano. Merci Roland, rédacteur en chef de Opost. Merci à vous tous. Je vous retrouve dans quelques instants. Merci David. Merci à tous les internautes. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur oposte.fr.